Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au sujet donc du 20 mars 2023, spécialité maths métropole avec une correction complète. Donc les 4 exercices de ce sujet, voici le sujet officiel, celui que les élèves ont eu ce jour-là. Donc avec la durée de l'épreuve, 4 heures, autorisation des calculatrices en mode examen actif, les conseils habituels. Et donc on avait 4 exercices. Le premier exercice, 5 points, donc on nous annonce un QCM sur les probabilités. Ensuite, sur 5 points, exercice 2, on voit tout de suite limite, dérivée, on est sur de l'analyse, donc étude de fonction. Exercice 3, 5 points. Sur les suites, en 2 parties. Une suite ici arithmético-géométrique et une suite à l'aide définie avec une exponentielle, voilà. Et on finit par 5 points de géométrie dans l'espace. Premier exercice, c'est le QCM ici sur les probabilités. Donc on a une seule des 4 réponses exactes. Aucune justification n'est demandée. Aucun point n'est enlevé en absence de réponse ou de réponse exacte. Donc il faudra coûte que coûte de toute façon répondre quelque chose en espérant avoir de la chance. Et chaque question est indépendante. Donc on est parti, on lit le texte avec attention. Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. Donc on nous dit que 20% des machines sont sous garantie. Ensuite, 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Et dernière info, 8,2% des machines sont défectueuses. Donc on verra tout ça. Le technicien teste une machine au hasard et on considère donc des événements dont les noms sont assez simples. G, c'est sous garantie, l'initiale de garantie. D, défectueuse. Donc comme d'habitude, G bar et D bar, c'est les événements contraires de G et D. On nous demande de répondre aux questions 3 en s'aidant de l'arbre ici. Donc on va le compléter tout de suite. On est parti. Tout d'abord, la première phrase, donc, en bleu. 20% des machines sont sous garantie. Ça, c'est la probabilité de l'événement G. D'accord ? Et donc, c'est 0,2 dans l'arbre. On voit tout de suite que ça va être cette petite branche ici. Et donc, par complémentarité par rapport à 1, c'est 0,8 ici pour G bar. Ensuite, on va faire défectueux, non défectueux. Donc ici, on met D, D bar, D, D bar. On continue de traduire le texte, la phrase que j'ai mise en vert. 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Donc ça, c'est une intersection. Hein, c'est pas tout le temps qu'on a ça. Donc ce « et », c'est intersection. Ça veut dire qu'ici, c'est donc P de défectueux D inter G. Mais attention, c'est aussi P de G inter D. C'est la même chose. On peut changer l'ordre et c'est 0,2%, donc 0,002. Attention, hein, le deuxième chiffre ici après, c'est l'unité de pourcent, donc là c'est après le 2. Voilà, et ça, sur le dessin, ça ne figure pas, parce que ça, hein, eh bien, ça figure, c'est le résultat d'un chemin qui passerait par G, puis par D. Donc c'est le résultat final du chemin du haut, donc je vais mettre le 0,02 ici. Hein, ça va donc être une multiplication, on va voir ça, je pense, dans le sujet. Ensuite, la question, la phrase en jaune, 8,2 des machines sont défectueuses, donc c'est la probabilité de l'événement D. Donc 8,2, c'est 0,082. C'est pareil, on ne peut pas la mettre dans l'arbre parce que vous avez bien vu que l'événement D, il est séparé en deux. Hein, et ça sera l'occasion de faire une petite loi des probabilités totales. Donc on est parti, première question, probabilité de D sachant G. De D sachant G, c'est donc ici un chemin, puisqu'on sait G, c'est donc la probabilité de cette petite branche ici. Alors comment on va faire? Eh bien c'est simple, c'est le cours, hein, vraiment direct. P de D sachant G, hein, eh bien c'est P de l'intersection, donc G inter D qu'on connaît, divisé par P de G qu'on connaît. Donc on a dit que c'était ce fameux 0,02, et divisé par 0,2, là on voit bien qu'en multipliant en bas par 1000, eh bien ça fera 2 sur donc 200, ça fait 1 sur 100, ça fait 0,01. C'est la réponse ici B. On met ça tout de suite dans l'arbre, c'est ceci ici. Donc par soustraction 0,99. Deuxième question, P de G bar inter D. Donc ici, pour bien comprendre, dans l'arbre, c'est donc le chemin qui passe par G bar puis par D, il va vers le haut, voilà. C'est donc pour avoir une probabilité d'un produit, sauf qu'ici, on n'a pas exactement tout. Donc comment est-ce qu'on va se débrouiller? Parce que vous voyez qu'il manque des informations dans le chemin d'en bas. Donc quelle information est-ce que je n'ai pas utilisée pour l'instant? Je n'ai pas utilisé le fait que la probabilité de l'événement défectueuse, c'était
0,082. Donc, ça veut dire que là, il va falloir que je m'en serve. J'utilise donc la loi des probabilités totales, parce que G et G bar, ça forme une partition. Donc, si je fais P de G inter D plus P de G bar inter D, j'obtiens P de D. Qu'est-ce que je connais? P de G inter D, je l'ai, c'est 0,002 plus la probabilité que je cherche G bar inter D, ça doit être égal à ce qu'on m'a donné tout à l'heure, 0,82. Donc, par une petite soustraction, j'obtiens 0,0, ici 80, ce qui fait 0,08. C'est encore la réponse B. On continue. Et donc ça dans l'arbre, c'est au bout de ce chemin. Alors il y a une lettre qui a disparu, je vais la remettre. Voilà. Et donc 0,08. Voilà. Donc ça va me permettre peut-être de calculer, vous voyez, cette sous-branche ici qui va de G bar à D, c'est-à-dire P de D, sachant G bar. Donc on nous dit la machine est défectueuse, donc c'est une conditionnelle, probabilité qu'elle soit sous garantie. Donc on cherche P de, donc ici, garantie, sachant qu'elle est défectueuse. Ça, dans un arbre, c'est un chemin D puis G. Donc on ne l'a pas, donc on doit utiliser la formule qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, c'est P de G inter D divisé par P de D. Alors, ici, P de G inter D, on l'a. C'est toujours ce 0,002 divisé par P de D, c'est 0,082. Et ça me donne ici donc 2 sur 82, c'est-à-dire 1 sur 41. On prend la calculatrice. On trouve à peu près donc à 10-3, 0,024. C'est donc, encore une fois, la proposition B. Ça peut être stressant quand c'est toujours le même, mais ici, c'est comme ça. 4 et 5. On choisit au hasard et de façon indépendante. N machine d'entreprise, N désigne un antinaturel non nul. On a assimilé ce choix un tirage avec remise, donc on est dans des conditions d'un schéma de Bernoulli, il n'y a rien à dire. X est une variable aléatoire. Qu'est-ce qu'elle compte? Donc à chaque lot de N machines, le nombre de machines défectueuses. On compte les défectueuses, donc le succès, c'est probabilité de D, c'est effectivement donné, c'était 0,082, donc ça va. Dans cette question, donc, on va donc ici choisir 50 machines qui a probabilité de X strictement plus grand que 2. Alors il y a deux façons de faire. Ceux qui ont des machines qui font tout, vous transformez P de X strictement plus grand que 2 en P de X supérieur ou égal à 2, parce que les machines font toujours du supérieur ou égal ou du inférieur ou égal. Encore pour ceux qui n'ont pas le supérieur ou égal, vous allez devoir prendre l'événement contraire 1 moins P de X, et attention, le contraire de strictement plus grand que 2, c'est inférieur ou égal à 2. Donc là, il faudra donc bien utiliser P de X inférieur ou égal à 2. On fait ça donc avec une case. Donc, menu statistique, distribution. Donc ici, c'est le menu D inférieur ou supérieur ou égal. Ici, je vais commencer à faire l'inférieur ou égal à 2, donc de 0 à 2. 50, les paramètres, on valide, on trouve ceci. On doit faire 1 moins 0, donc on écrit 1 moins 0,211. Ça fait donc 0,789. Autre méthode, donc en mettant supérieur ou égal à 3, on va donc de 3 jusqu'à 50. On valide 0,789 aussi, donc les deux évidemment donnent la même chose. Et donc c'est la réponse B, c'est encore la réponse B. Presque stressant que ce soit toujours le B. Cinquième question, on considère N un entier pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille N fonctionnent correctement est supérieure à 0,4. Donc la probabilité qu'elles fonctionnent toutes, donc si elles fonctionnent toutes, c'est qu'il n'y a aucune défectueuse, donc c'est P de X égale 0, et P de X égale 0 doit être donc supérieur à 0,4. Quelle est la plus grande valeur possible pour N? Donc on va regarder, déjà P de X égale 0, c'est très simple, c'est que vous avez toujours ici des échecs. Donc on a à chaque fois l'échec, c'est donc, alors je vais mettre l'opération, c'est donc 1 moins 0,082 à la puissance n. Donc on va tester, on va voir quand est-ce que, quand est-ce que ça va justement arrêter d'être supérieur strictement à 0,4. Et quand je calcule donc les puissances de 0,918, à la puissance 10 c'est 0,42, on est encore plus grand que 0,4, à la puissance 11 c'est 0,39. Donc la plus grande des 4 qu'on nous propose, c'est donc forcément n est égal à 10. Alors ici, on pourrait résoudre quand même. Je vais le faire pour s'entraîner. Donc si on résout, on passe au logarithme. Donc 1 moins 0,082. Donc ici, ça nous donne son logarithme.
doit être plus grand que ln de 0,4 et la puissance n est sortie devant. D'accord, c'est des équivalences, bien sûr, puisque le logarithme est strictement croissant, donc sur des nombres ici qui sont strictement positifs, il n'y a pas de problème. Je divise par ln de ça, qui est plus petit que 0, parce que 1 moins 0,082, c'est 0,918. Donc j'obtiens ici inférieur. ln de 0,4 sur ln de 0,918. On regarde combien ça vaut, à peu près. Donc ça donne bien n inférieur ou égal à 10. Donc ça répond bien. C'est la proposition C. Donc les bonnes réponses étaient B, 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 B et C. À très bientôt. On s'attaque à l'exercice 2 du bac du 20 mars 2023, jour 1, étude d'une fonction. Il n'y a rien d'original, c'est très court. On est parti, la fonction, donc expression x carré en 8 ln de x, et bien sûr elle est définie sur 0 plus infini ouvert pour que le logarithme puisse exister. Donc au programme limite en 0, limite en plus infini avec une aide, comme si on en avait besoin, mais on va quand même la prendre. Ensuite, la dérivée, on vous donne l'expression. Elle n'est pas difficile non plus. Étudier les variations, tableau de variations complet. Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, vraiment. Ensuite, signe sur intervalle 0 plus infini. Une petite question, peut-être la seule, un petit peu plus difficile que les autres, mais vraiment, c'est des exercices qui sont, je trouve, très simples. Voilà, après, c'est comme ça. Donc, la limite en 0. Alors, on regarde, parce que si on ne vous donne pas l'indice, c'est que c'est très facile. Donc, on regarde d'abord x carré, bien sûr. C'est tout à fait défini, donc en 0, ça fait 0. Je rappelle que le cours nous dit que le logarithme en 0, évidemment, c'est des valeurs strictement positives, c'est moins l'infini. Comme on multiplie par moins 8, hein, ça nous donne une limite donc de moins 8 ln de x, quand x tend vers 0, qui est donc plus l'infini. Donc, par somme, la limite de f en 0 plus est donc égale à plus l'infini. Deuxième limite. Alors, on a une forme indéterminée parce que en plus l'infini, x carré va vers plus l'infini et 8 ln aussi. Donc là, on doit factoriser par le plus fort. On sait qu'entre x carré et ln de x, le plus fort en l'infini, en plus l'infini, c'est x carré. Voilà pourquoi, eh bien, on va factoriser. Donc f de x, c'est x carré moins 8 ln de x. On factorise par x2, ça fait 1 moins 8 ln de x sur x2. Donc maintenant, on utilise son cours. ln de x sur x2, eh bien, c'est l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, d'après le cours, la limite en plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est égal à 0. C'est une forme indéterminée. C'est une croissance, pardon, comparée. Croissance comparée. Certains appellent ça le théorème, mais voilà. Donc, la limite de la parenthèse, c'est 1, toujours en plus l'infini. Donc, par produit, avec x carré qui tend vers plus l'infini, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Troisième question, la dérivée. Alors, on vous dit que f est dérivable, c'est même pas la peine de le justifier, sinon c'est la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc pour x, donc sur 0 plus l'infini, combien vaut f'? On dérive x carré, ça fait 2x. On dérive 8 fois ln, donc c'est 8 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. On met au même dénominateur, ce qui me donne 2x2 moins 8. Ensuite, on factorise par 2. Voilà, on arrive à ce qu'on nous propose. Et ensuite, eh bien, on va faire le tableau de variation complet. Il faut le signe. Alors, x carré moins 4. Donc, on va le factoriser. On est en terminale. Spécialité maths, on sait que ça fait x moins 2 fois x plus 2. Donc, x carré moins 4, il y a deux racines. 2 moins 2 pour ceux qui auront fait un delta. Vous aurez trouvé 2 et moins 2. On fait ensuite le tableau de signe de f'. Donc, je vais le faire. Ici, on peut le faire. Alors, on sait que x est strictement positif, donc f' est du signe de x moins 2 fois x plus 2. D'accord, le 2 est positif. Hein. Donc, il y aura moins 2, il y aura 2. Mais sauf que nous, on commence à 0. Donc, eh bien, on va mettre un 0 ici. On va commencer en 2.
donc le 0 est là. On est sur un signe plus 0 moins, parce que c'était une parabole orientée vers le haut, x moins 2 fois x plus 2, donc plus moins plus, on est comme ceci. Donc les variations de f, c'est donc décroissante, croissante. Ça tombe bien parce que nos deux limites, plus l'infini, elles sont cohérentes. Et il me reste à trouver la valeur exacte du minimum. Donc le minimum, ben, c'est f de 2. Je calcule f de 2, donc ça fait x au carré, donc 4 moins 8 ln de 2. 4 moins 8 ln de 2. Alors on va quand même donner une valeur approchée. Et je trouve à peu près, vous voyez, moins 1, on va laisser 5 pour l'instant. Mais c'est intéressant parce que c'est ça qui va nous montrer avec l'application du colère du TVI que comme on est sur du négatif ici, eh bien là on va de plus infini à un négatif. On aura ici un 0 et là aussi. Donc on va avoir ici deux nombres à trouver. Le premier, donc sur 0,2 va s'appeler alpha et l'autre s'appellera bêta. Donc ça c'est les questions 5 et 6. On s'attaque donc au corollaire du TVI. Sur 0,2, donc ouvert en 0, f est continue parce qu'elle est dérivable. F est strictement décroissante. Ensuite, la limite de f en 0+, on a vu que c'était plus l'infini. F de 2 est strictement négatif, je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire là, c'est important, je vais peut-être le mettre en couleur. Ces deux choses-là nous disent que 0 appartient bien à l'intervalle. Donc, f de 2 plus l'infini. Donc, 0 est une valeur intermédiaire. Donc, on va écrire d'après le corollaire du TVI, autrement appelé le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet sur 0,2 une unique solution alpha. Et en plus, on ne cherche même pas à calculer la valeur alpha, ni à donner une valeur approchée. Maintenant, dans la question 6, on admet que, on l'a vu sur 2 plus infini, on a une autre solution qui s'appelle bêta, et donc on va en déduire très rapidement le signe. Pour ça, je vous conseille, eh bien, on va prolonger le tableau. Et donc là, on va mettre signe de f de x. Alors, regardez, alpha est là-haut, donc je continue. Alpha, on a un 0. On a un 0. Ici, avant alpha, on est sur une fonction f strictement décroissante, donc on est sur du positif. Entre les deux, et puis on a décroissant, croissant, on a donc un minimum ici. On est donc toujours en dessous de l'axe des abscisses, on est donc sur du négatif. Et après, on est croissant après bêta, donc on a du signe plus, moins, plus. Pour le rédiger, si on devait le faire, sur 0 alpha fermé, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc, pour tout x strictement plus petit que alpha, j'applique f qui inverse l'ordre, ça veut dire que f de x sera strictement plus grand que f de alpha, qui est égal à 0. Donc f de x strictement positif. D'accord? De l'autre côté, sur bêta plus l'infini, c'est la même chose. Sauf que f est croissante, f de bêta égale 0. Donc, quel que soit x strictement plus grand que bêta, en appliquant f qui conserve l'ordre, f de x sera strictement plus grand que f de bêta qui vaut 0. Pour le rédiger, si on devait le faire, sur 0 alpha fermé, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc, pour tout x strictement plus petit que alpha, j'applique f qui inverse l'ordre, ça veut dire que f de x sera strictement plus grand que f de alpha, qui est égal à 0. Donc f de x strictement positif. D'accord? De l'autre côté, sur bêta plus l'infini, c'est la même chose. Sauf que f est croissante, f de bêta égale 0. Donc, quel que soit x strictement plus grand que bêta, en appliquant f qui conserve l'ordre, f de x sera strictement plus grand que f de bêta qui vaut 0. Donc f est positif. Entre les deux, sur donc alpha bêta, eh bien on a un minimum. Donc sur alpha 2, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc pour tout x entre alpha et 2, on compose par f qui inverse, on aura f de x supérieur à f de alpha qui vaut 0. Donc ici, à l'intérieur de l'intervalle, c'est strictement positif. Strictement, pardon, j'ai dit une bêtise. f est décroissant. X est plus grand que alpha, donc f de x est plus petit que f de alpha, donc strictement négatif. Sur 2 bêta, f est croissante. f de bêta égale 0. Donc pour tout x, alors c'est pas pour tout x, pardon, entre donc 2 et bêta, f conserve l'ordre, donc f de x est plus petit que f de bêta et donc négatif. Vous voyez comment on devrait rédiger, c'est un petit peu long, et ça explique bien sur chaque partie pourquoi on peut conclure sur le signe plutôt que de faire un seul tableau. A priori, le jour du bac,
On est assez généreux, donc le tableau devrait suffire. 7e et dernière question. Alors, on considère une fonction gk d'expression 8 moins 8 ln de x plus k. Et on veut la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction est positive. Donc, regardez, si je dérive, vous remarquez d'ailleurs que g de k, c'est f de x plus k. Donc, g' de k, c'est f' de x. Donc, les variations de g sont les mêmes que celles de k. Donc, si je fais un tableau de signe ici, un tableau de variation pour gk, j'obtiens ceci. Donc, ici, on a 0, plus l'infini. On aura donc ici en 2 un minimum qui est atteint. Donc, alors par contre ici, ça va être donc f de 2 plus k, ça sera 4 moins 8 ln de 2 plus k. Donc, le minimum de gk est atteint en 2 et vaut 4 moins 8 ln de 2 plus k. Donc, si vous voulez que gk soit toujours positive, on prend donc k pour que 4 moins 8 ln de 2 plus k soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que k doit être supérieur ou égal à moins 4 moins 8 ln de 2. Donc la plus petite valeur, ça sera moins 4 plus 8 ln de 2. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Alors sincèrement, je trouve ça bien trop court. Je ne vais pas dire trop facile, parce que pour un prof, c'est toujours un petit peu facile de dire ça. Mais sincèrement, il n'y a que 7 questions. C'est juste une étude de variation jusqu'à la question 6. La seule question qui est intéressante, c'est la 7. Donc pour moi, c'est beaucoup trop court. Voilà. En tout cas, j'espère que le corrigé était complet. Voilà. Et que si vous avez des petites hésitations, ça les a réglées. Voilà. À très bientôt. Exercice 3, donc du sujet du 20 mars 2023. C'est le jour 1, sujet métropole. On est sur les suites. Partie 1, une modélisation. Ici, on est sur un forum aux questions, un FAQ. Et on nous donne deux choses. 90% des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ. Et ensuite, 130 nouvelles questions sont ajoutées. Voilà. Au cours du premier mois, 300 questions ont été posées. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir modéliser ça par une suite. On vous la donne. U1 égale 3. On voit qu'on est donc en centaines. On nous le précise ici. Et ensuite, pour aller d'un mois à l'autre, on multiplie par 0,9, 90%, et on rajoute 1,3 puisqu'on est en centaines. Voilà. Première question, calcul de U3 et interprétation dans le contexte de l'exercice. Je remarque quand même important, la suite elle commence à U1, donc on faudra faire un petit peu attention quand on utilisera les formules, si jamais on en a besoin. Donc U2, donc c'est 0,9 fois U1, j'utilise la relation donc pour n égale 1. Donc ça me fait 0,9 U1 plus 1,3. Ce qui fait donc 0,9 fois 3 plus 1,3. Je peux le faire à la main. 2,7 et 3, ça fait 4. U3. Donc 0,9 fois U2. J'utilise la relation pour n égale 2. Donc plus 1,3. Ce qui me donne 0,9 fois donc 4 plus 1,3. 4 fois 9, 36. Donc 3,6 plus 1,3. Ça fait 4,9. Sur une calculatrice, je vérifie ça avec le menu récurrence. Vous voyez 3, 4, 4,9. C'est parfait, on peut continuer. Maintenant, deuxième question, une récurrence. Donc, on va initialiser. Alors attention, on l'a dit. Ici, on commence à n égale 1. Donc, il faut vérifier que votre propriété est vraie pour n égale 1. Donc, U1, c'est 3. Je regarde cette formule sans dire que c'est U1. Je regarde ce que ça vaut quand je remplace n par 1. Ça fait 0,9 puissance 1, ça fait 0,9. Donc ici, ça fait 13 moins. Alors, ici, 9, on peut simplifier. Il restera donc un 10. 10 sur 100, ça fait 13 moins 10. Ça fait 3. Donc c'est vrai. Pour n égale 1. Donc on a bien initialisé à n égale 1. Maintenant, l'hérédité. Donc on écrit soit n appartenant à n étoile, puisqu'on initialise à n égale 1, tel que, donc, un est bien égal à 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Donc, il faut montrer que c'est vrai au rang suivant. D'accord? Donc le but, je vais l'écrire, mais c'est assez simple. Vous remplacez ici n par n plus 1. On avait vu ça pour attaquer une récurrence quand on démontre un terme général. Eh bien, on part de un plus 1. Ça, c'est classique. Donc ici, un plus 1, la relation de récurrence, c'est 0,9 un plus 1,3.
Ici, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Je remplace un par 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Ensuite, on développe. 9 fois 13, ça fait 117. Donc là, j'ai 11,7. Ça tombe bien, je vais ajouter avec le 1,3 qui est derrière. Ensuite, moins 0,9 fois 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Donc j'obtiens 13 moins. Et là, eh bien, ce facteur-là et ce facteur, on va les regrouper en. Et donc, j'aurai 100 sur 9. Je vais faire une petite. On va aller doucement. Et ça, eh bien, la base est la même, c'est 0,9. Les exposants s'ajoutent. Et on a exactement ce qu'on voulait. Donc, l'hérédité est vérifiée. Et la conclusion, toujours soignée. La propriété est vraie pour n égale 1, virgule, elle est héréditaire. Donc, principe de récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, autrement dit n appartenant à n étoile. On continue. Maintenant, montrer que la suite est croissante. Alors, deux méthodes. La première, en utilisant le fait que pour tout n supérieur ou égal à 1, un égale, alors je vais utiliser la formule qu'on vient de démontrer, ça paraît naturel, puisqu'on met en déduire. Donc, on se dit qu'on va utiliser directement ceci. Vous allez voir qu'il y a deux façons de faire. Donc, première chose, ici, on sait que 0,9, c'est entre 0 et 1. D'accord? Donc, ça veut dire que 0,9 puissance n, c'est positif. Et donc, si je multiplie ça par 0,9 puissance n, je remarque que ça me fait 0,9 puissance n fois 0,9, ça fait 0,9 puissance n plus petit que 0,9 puissance n. D'accord? Ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que la suite des 0,9 puissance n, ça décroît. Donc, avec ça, ça veut dire que, eh bien, 100 sur 0,9 fois 0,9, ça, c'est croissant, toujours décroissant avec n. Donc, moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n est croissant avec n. Quand n grandit, ça grandit aussi. On rajoute 13. Ça décale. Donc 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n est croissant. Toujours avec n. Et donc la suite un est croissante. Oui, c'est une façon de faire. Alors, les élèves préféreront certainement faire un plus 1 moins un. On fait ça. Donc on prend n supérieur ou égal à 1, on fait un plus 1 moins un. On va montrer que c'est positif. Donc j'écris un plus 1. Alors on l'avait déjà écrit lors donc, de notre hérédité. Ici j'enlève un, donc 13. On fait attention, il y aura des parenthèses, on sera plus 100 sur 9 fois 0,9 puissance n. Les 13 disparaissent. On peut factoriser par 100 sur 9. Et on peut même faire mieux, on peut factoriser par 0,9 puissance n. Effectivement, on a vu tout à l'heure 0,9 puissance n plus 1, c'est 0,9 puissance n fois 0,9. Donc on a un facteur commun. Ça veut dire que dans les parenthèses, il va me rester le moins qui est ici, le 0,9 qui est là, et ici, plus 1. Donc ça me donne 100 sur 9 fois 0,9 puissance n fois 0,1. Et donc on a un produit de termes positif. Tout le monde ici est positif. Donc ça, c'est positif. C'est même supérieur strictement à 0. Mais nous, ça nous suffit puisqu'on veut juste croissante. Donc la suite un est croissante. Évidemment pour n supérieur ou égal à 1. La différence, j'ai pris n quelconque supérieur ou égal à 1. La différence est toujours positive. Donc ça veut dire que, j'aurais peut-être pu dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 moins un est donc supérieur ou égal à 0. Et c'est ça qui fait qu'elle est croissante. Maintenant, on donne un programme Python. Alors ce programme très classique avec un while. Donc au départ, on définit une fonction qu'on appelle seuil avec un paramètre p. Nous ici, p, eh bien, on lui donnera la valeur 8,5. D'accord? Donc n est égal à 1. U égale 3. Donc ça, on est en train de rentrer le terme U1. D'accord? La valeur le rang. Ensuite, on fait une boucle conditionnelle while.
tant que notre terme U, alors je vais l'écrire un petit peu plus en français, tant que le terme UP, pas U, ce qui est stocké en fait, tant que ce terme est inférieur ou égal à P, donc à notre 8,5, on va continuer. D'accord, on a une suite qui est croissante. Si on remarque, on ne nous a pas demandé, mais la limite, c'est 13, donc ça va augmenter, ça va se rapprocher de 13. Donc on va dépasser un moment, on part de U1 égale 3, ça va aller vers 13. Donc à un moment, ça dépassera 8,5 et ce programme va nous dire quel est, donc ici, le premier terme qui est strictement plus grand que 8,5. Ensuite, on a mis un compteur pour savoir quel est le rang de l'indice qu'on est en train de calculer. Ensuite, on met la fameuse relation de récurrence qui permet de calculer les différents termes de la suite. Et on va renvoyer, ça c'est notre fonction, elle va nous retourner justement cet indice. Donc quand on met 8,5, il faut que je fasse un tableau de valeurs et que je regarde quel est le premier terme qui dépasse 8,5, c'est tout. La calculatrice, j'ai été donc dans le mode récurrence, j'ai rentré l'expression, puisqu'on a le terme général en fonction de n, donc 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n, voilà. Ici, j'ai rien à régler, je fais la table, ça c'est pour n égale 1, donc 3, c'est bien ça, on vérifie bien, et on regarde quand est-ce qu'on va se rapprocher de 8,5, voilà, c'est ici, avant, donc pour U8, on est à 8,2 à peu près, et U9, on est au-dessus, donc la première valeur pour laquelle vous allez dépasser 8,5, c'est donc n égale 9. Ensuite, on écrit sur sa copie le programme renvoie la valeur 9. C'est le rang du premier terme de la suite qui dépasse 8,5. Voilà. Et vous pouvez écrire U8 et U9. Sinon, avec la calculatrice, on aurait pu aller utiliser la relation de récurrence. Mais attention à bien aller dans le réglage pour préciser ici avec F2. On va préciser la valeur de A1. C'est très important. Donc ensuite, on valide. On regarde le tableau. Vous voyez, on vérifie bien que U1 égale à 3. Et on descend, c'est de la même façon, de toute façon c'est les mêmes termes, vous voyez que c'est encore ici qu'il se passe les choses. Et on écrit sur sa copie, le programme renvoie la valeur 9, c'est le rang du premier terme de la suite qui dépasse 8,5. Alors à noter que j'ai utilisé l'expression de UN en fonction de n, j'aurais pu utiliser la relation de récurrence. Alors là, ici, sur les Texas, il faut changer un petit truc, donc là, on va mettre les suites donc, définies par récurrence, donc je vais effacer peut-être la première, voilà. Donc je mets en type AN plus 1. Partie B, donc on introduit une deuxième suite, Vn, toujours n supérieur ou égal à 1. Première question, donc ça estime le nombre de questions en centaines, toujours. Précis les valeurs arrondies de V1 et V2. Pour V1, donc je remplace n pas 1, ça fait ici 1 moins 1, ça fait 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc ça fait 9 moins 6, ça fait 3. Ensuite, là il n'y a pas besoin d'arrondir, ça tombe juste. V2, dans 9 moins 6, exponentielle moins 0,19, fois 2 moins 1, donc 1. Ce qui me fait donc 9 moins 6 exponentielle moins 0,19. Et là, il faut la calculatrice, effectivement. La machine m'annonce à peu près, donc 4,03, etc. Donc, on va arrondir au dixième, donc 4,04. Au centième, pardon. Vous pouvez sinon aller regarder le mode récurrence. Donc ici, on met type des suites à n, voilà. Je mets l'expression, vous mettez table. Alors, excusez-moi, ici, on va régler 7, on est bien sur 1, 0, voilà. Donc, on valide tout ça, table, et on a bien 3 pour le premier, et à peu près 4,04 pour le deuxième. Déterminant justifiant la réponse, la plus petite valeur de n, telle que Vn est strictement plus grande que 8,5. Alors, ici, la méthode, on n'a pas les variations de Vn, donc, méthode qui peut s'imposer, c'est la résolution, tout simplement, de l'inéquation. On a un exponentiel, vous allez voir que ça passe assez bien avec le logarithme, bien sûr. Donc on a ceci. Donc on enlève 9 des deux côtés. Ça fait donc moins 0,5. On divise par moins 1. Donc ça veut dire qu'attention, je vais doucement. Le symbole ici change de sens. On divise par 6, ça c'est un nombre positif, il n'y a pas de problème. On a donc 0,5 divisé par 6. On passe, ici on est sur des nombres qui sont strictement positifs, donc aucun problème. On utilise le ln qui est strictement croissant, donc qui ne change pas l'ordre. J'obtiens, donc quand on passe au logarithme, l'exponentielle disparaît ici, donc ça fait moins 0,19 n-1, plus petit que ln, donc de 0,5 sur 6. Alors 0,5 sur 6, ça fait 1,5 sur 6. Je vais écrire plutôt 1/12. Mais vous pouvez laisser 0,5 sur 6. Je divise par moins 0,19. Donc ça rechange de sens. D'accord?
mais je garde par contre le moins 0,19 et je rajoute 1. Donc je trouve n supérieur à 1 plus, alors le moins je vais le mettre en haut, 1 moins ln de 1,5 sur 0,19. Et maintenant la calculatrice. On obtient 14,7. Comme n doit être strictement plus grand que ce nombre-là, ça veut dire que donc n est supérieur ou égal à 15. Ça veut dire que la plus petite valeur est 15. Donc la réponse 15. Alors ça, c'est la méthode de résolution d'une équation. Une autre méthode exhaustive, eh bien, ça serait de calculer tous les termes à la machine et de bien montrer que, effectivement, le premier qui dépasse 8,5, eh bien, c'est le 15e. Donc vous voyez ici, effectivement, c'est bien ce qu'on trouve. Donc c'est moins joli. Hein. Et vous pouvez dire ici, hein, à la calculatrice, hein, ça vraiment, c'est pour ceux qui ont du mal à résoudre. Moi, je conseille vraiment la résolution. Après, je pense qu'on pourrait accepter une réponse comme ça en disant, donc à la calculatrice, tous les termes de rang inférieur à 14 sont inférieurs ou égaux à 8,5. Et on a U15 qui est à peu près égal à 8,58, je vous l'ai mis là, qui est donc strictement plus grand que 8,5. Donc le plus petit est donc 15. Voilà. Quand il n'y a que 14 termes, oui, c'est faisable. Après, si on doit regarder 3 millions de termes, ça peut être très très long. Voilà. Partie C, comparaison des deux modèles. L'entreprise considère qu'elle doit modifier la présentation de son site lorsque plus de 850 questions. Alors, je vous rappelle, on était en centaines, donc ça fait des termes qui sont supérieurs strictement à 8,5. Et donc, on voit pourquoi on a fait ça dans chacune des deux parties parmi ces deux modélisations, laquelle conduit à procéder le plus tôt à cette modif. Justifiez votre réponse. Rappelez-vous, pour la première modélisation, on avait UN strictement plus grand que 8,5 à partir de n égale 9. C'était notre fameux seuil. Pour la deuxième, on avait trouvé n égale 15. Donc c'est pour la première que cela arrive le plus tôt. En justifiant la réponse, pour quelle modélisation y a-t-il le plus grand nombre de questions à long terme? Eh bien, c'est une histoire de limite. Donc je vais chercher la limite de mes de suite. J'ai les deux termes généraux, les expressions en fonction de n. Donc pour la première, le nombre 0,9, il est entre 0 et 1. Donc la limite 2 aux 0,9 puissance n est égal à 0. D'accord? Donc c'est-à-dire que par produit et par somme, la limite de un est égale à 13. Donc à long terme, eh bien, on aura, c'est par centaines, donc 1300, on va se rapprocher de 1300 questions. Pour la deuxième, on a ici donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 0,19 n-1, ça c'est simple, n-1 tend vers plus l'infini, vous multipliez par moins 0,19, ça fait moins l'infini. Vous mettez ça dans un exponentiel, donc vous allez regarder l'exponentiel en moins l'infini, on sait que c'est 0. Donc par composition, la limite en plus l'infini d'exponentielle moins 0,19 fois n-1 est égale à 0. Ensuite, on multiplie par moins 6, ça fera 0, il restera 9. Donc par somme et produit, la limite de Vn est égale à 9. Donc à long terme, pour la deuxième modélisation, on se rapproche de 900 questions. Donc conclusion, eh bien, c'est pour la première modélisation qu'on a à long terme le plus de questions. On écrit donc, c'est pour la première qu'on a à long terme à peu près 1300 questions par mois contre 900 pour la deuxième modélisation. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'exercice 4 du sujet du 20 mars 2023, sujet métropole, la géométrie dans l'espace. On est dans un exercice assez classique. Vous avez un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, d'arête 1, I, le point d'intersection donc de la droite EC avec le plan GBD. Donc je crois que le dessin est très très clair, donc ça c'est bien. Donc on nous fournit un repère. On n'a pas le choix. A, AB, AD, AE. Donc tout de suite on le regarde. L'origine c'est ce point-là. Donc ici on a un premier vecteur AB, AD, AE. C'est vraiment le repère le plus classique, facile donc de se repérer. On est habitué. Alors les coordonnées des points, alors A c'est 0, 0, 0. Quand le point, alors on nous demande les coordonnées de E. Alors comment va-t-on de A à E? Donc E est en haut. Alors c'est le plus simple de tous. Avec B et D, c'est donc alors 0, 0, 1. C'est avec lui qu'on gradue l'axe vertical. Ensuite,
On vous demande les coordonnées du point C. Alors le point C, pour y aller, hein, vous allez donc d'abord en B. Donc AB, ça nous fera 1. Ensuite, on utilise BC qui vaut AD, ça fera 1. Et donc 0, on est resté sur le sol. Et le point G, il est au-dessus du point C. Hein. On utilise une fois le vecteur K, donc enfin le vecteur AE, ça fait 1, 1, 1. Représentation paramétrique de EC. Alors tout d'abord, il faut les coordonnées du vecteur EC ou du vecteur CE, comme vous voulez, on va faire EC. Donc on fait C, les coordonnées EC moins celle de E, ce qui me donne 1, 1, moins 1. Donc représentation paramétrique de EC, on écrit X, Y, Z, égale, égale, égale. Les coordonnées d'un point de EC, je vais prendre le premier, je vais prendre E, donc ici 0, 0, 1. Et ensuite, le vecteur qu'on va utiliser, donc 1, 1, moins 1, on va donc multiplier le paramètre T par 1 et par moins 1. Ici, on met T appartenant à R. Démontrer que EC est orthogonal au plan GBD. Alors, il faut montrer que EC est orthogonal à deux vecteurs directeurs de GBD, c'est-à-dire deux vecteurs non collinaires. Donc, on va prendre tout simplement GB. On calcule les coordonnées. Alors, on n'a pas B, je vais les écrire. B, donc c'est 1, 0, 0. Voilà. Donc, on fait coordonnées de B moins celle de G, donc 0, moins 1, moins 1. Ensuite, je vais prendre un autre, je vais prendre le vecteur, donc BD, ça sera facile comme ça. Alors, D, coordonnées de D, c'est 0, 1, 0. Donc, BD, c'est D moins B, donc 0, moins 1, 1, 0. Maintenant, je calcule le produit scalaire de chacun des deux avec EC. Donc, le mieux pour vous, c'est peut-être d'écrire les coordonnées à côté des vecteurs quand on fait le produit scalaire. C'est beaucoup plus pratique. 0, moins 1, moins 1. Ça fait donc 1 fois 0, 0. 1 fois moins 1, moins 1. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Ça donne bien 0. C'est parfait. Maintenant, on fait EC scalaire BD. Il faut que ça fasse encore 0. 1 moins 1, moins 1. 1 fois 1, plus 1. Ici, plus 0. Donc, c'est parfait. On écrit ensuite donc EC est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. C'est très important. Il faut que ça figure. Hein, de GBD. Donc, le vecteur, et donc la droite EC, est orthogonale à GBD. En fait, EC est donc un vecteur normal du plan GBD. Justifier qu'une équation cartésienne de GBD est, donc c'est simple, le vecteur EC, coordonnée 1, 1, moins 1, est normal au plan GBD. Donc ça veut dire que donc GBD a une équation cartésienne sous la forme donc 1x plus 1y moins 1z, c'est les coefficients de EC, plus d égale 0. Comment trouve-t-on d? Bien, on prend un point du plan. Or, le point G, 1, 1, 1 appartient à GBD. Donc, quand je remplace, ça va donner une égalité vraie. Donc, 1 plus 1 moins 1 plus d égale 0. Donc, d égale moins 1. Donc, GBD a une équation x plus y moins z moins 1 égale 0. Alors, c'est celle qui était. Alors, on aurait pu faire autrement. Là, j'ai utilisé ce qu'on venait de faire. Mais sinon, on peut faire autrement. On dit soit P, le plan d'équation x plus y moins z moins 1 égale 0. On ne sait pas encore que c'est GBD, d'accord? Donc maintenant, eh bien, on va calculer xg plus yg moins zg moins 1. Ça fait 1 plus 1 moins 1 moins 1. Ça fait 0. Donc, le point G appartient au plan que j'ai appelé P. On fait pareil avec B. xb plus yb moins zb moins 1. Alors, les coordonnées, c'est 1, 0, 0. Donc, j'ai 1 moins 1 égale 0. Donc, j'en déduis que B appartient à ce plan P. Je fais pareil avec D. XD plus YD moins ZD moins 1. D, c'est 0, 1, 0. Donc, j'obtiens 1, encore 1, moins 1, 0. Donc, D appartient aussi à P. Donc, eh bien, les trois points appartiennent. Ça veut dire que GB et D sont inclus dans le plan P, comme GBD est un plan. Donc, GBD est égal au plan P. Voilà comment on aurait pu faire. Montrer que I, c'est-à-dire l'intersection de GBD et de EC, a pour coordonnée 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Alors, ici, la meilleure façon de faire, c'est de résoudre un système. Ça sera le plus simple à rédiger. Vous écrivez donc x plus y moins z moins 1 égale 0. Ça, c'est l'équation du plan GBD. Maintenant, on prend la représentation paramétrique. Voilà, t appartient. On résout. Y a-t-il
des solutions à ce problème. Donc je remplace x, y par t, z par 1 moins t. Dans la première équation, j'obtiens t plus t moins 1 moins t moins 1 égale 0. Je garde les trois équations parce qu'elles me permettront de trouver les coordonnées, si elles existent, du point d'intersection. En haut, alors, si j'enlève les parenthèses, j'ai 2t plus c, 3t égale 2, donc t égale 2 tiers, donc x égale 2 tiers, donc y égale 2 tiers, et z c'est 1 moins t, 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc effectivement, GBD inter EC est égal au point I de coordonnées, donc je dis x 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Alors, autre méthode. EC, c'est orthogonal à GBD. Donc, on sait que l'intersection entre une droite et un plan orthogonal, c'est un point. Or, on va vérifier que le point I appartient au 3. Donc, XI, alors je vais faire pareil que ça, plus YI moins ZI moins 1, ça fait combien? J'ai 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers moins 1, ça fait 4 tiers moins 4 tiers, ça fait 0. Donc, le point I appartient au plan GBD. Ensuite, je prends pour t égale 2 tiers, vous voyez, ça fait 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. On a donc I qui appartient à EC. Donc I, eh bien, c'est un élément de l'intersection de GBD et GBC. Et comme il n'y a qu'un seul point, mais c'est forcément celui-ci. Vous voyez, une autre façon de faire, oui, il y a un petit peu de rédaction. La résolution du système était facile, autant s'en contenter. La 4C, distance de E au plan GBD. Pour ça, eh bien, il faut trouver le projeteur orthogonal de, donc de la droite EC sur GBD. Eh bien, c'est le point I, c'est l'intersection. Donc, on le dit, I est le projeté de la droite EC sur le plan GBD. Projeté, bien sûr, orthogonal. Donc, la distance entre GBD et la droite EC, c'est la distance. Donc ici, eh bien, on veut la distance de point E. Eh bien, c'est la distance EI. Et donc, dans votre rédaction, on va plutôt même parler du projeté de E sur GBD. Ça sera plus simple. Donc, il faut que je calcule le vecteur EI. Donc, j'ai les coordonnées de E, j'ai les coordonnées de I. Donc, je vais réécrire ça à côté. I, donc 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, pour avoir EI, donc 2 tiers, moins 0. 2 tiers, moins 0, ça va très vite. 1 tiers, moins 1, moins 2 tiers. Donc, EI, c'est EI. C'est donc racine carrée, la somme des 3 carrés. 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes. C'est donc 12 neuvièmes. On a donc ici, on sort le 9. Ça me fera un 3. Il reste racine de 12 qui vaut 2 racines de 3. Donc, c'est bien ça, cette distance, c'est bien 2 racines de 3 sur 3. Démontrer que le triangle BDG est équilatéral. Alors pour ça, bon, on va calculer les longueurs des trois côtés. Donc BD, il faut les vecteurs. Donc c'est D moins B, moins 1, 1, 0. Donc la distance, enfin la longueur BD, c'est racine de 1 plus 1, enfin 1 au carré, donc racine de 2. Ensuite, je fais BG. BG, donc G moins B, 0, 1, 1. Donc effectivement, la longueur BG, c'est pareil, racine de 2. Je fais ensuite GD, donc D moins G, ça fait moins 1, 0, moins 1. Donc on a GD qui vaut racine de 2. Conclusion, eh bien B, GD est donc équilatéral. Chaque côté mesure racine de 2. Alors maintenant, l'aire du triangle BDG. Alors pour ça, on passe par le milieu de BD. J. Alors, je vais calculer les coordonnées. Donc, je vais mettre ici B, 1, 0, 0. D, 0, 1, 0. Les coordonnées du milieu, c'est donc, on ajoute, on divise par 2. Ça fera 1 demi, 0. D'accord? XB plus XD sur 2, YB plus YD sur 2, ZB plus ZD sur 2. Ça me donne ça. Donc, si je veux calculer l'aire, l'aire, donc, de BDG. Vous avez bien compris que c'est 2 fois l'aire de JDG. Et comme JDG, il est rectangle en J, c'est donc 2 fois. Alors,
GJ, c'est la hauteur fois la base JD sur 2. Les deux se simplifient. Il me reste JG fois JD. J'ai donc deux longueurs à calculer. J'ai les coordonnées. Donc c'est très simple. Alors GJ, donc je vais rajouter ici les coordonnées de G. Ce sera plus simple. Donc GJ, J moins G, c'est donc moins 1 demi. 1 demi moins 1, moins 1 demi. 0, moins 1, moins 1. Donc JG, je mets tout au carré, ça fait 1 quart. Plus 1 quart, plus 1. Sur 4 et 1, ça fait 6 quarts. Racine de 6 quarts. Donc racine de 6 sur 2. JD. Donc ici, c'est quoi D moins celle de J. Moins 1 demi. 1 moins 1 demi, donc 1 demi, 0. Donc là, JD, c'est racine de 1 quart plus 1 quart plus 0. Racine de, donc 2 quarts, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Je multiplie les deux. Racine de 6 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Ça me donne donc racine de 12 sur 4. Je peux sortir un 2. C'est donc 2 racines de 3 sur 4. Je simplifie, ça fait racine de 3 sur 2. Ça, c'est l'air de BDG. Sixième question. Justifie que le volume du tétraèdre EGBD. Alors, EGBD. Donc, on va prendre quoi comme base? Donc, EGBD est un tétraèdre à base donc triangulaire. À base, moi je vais prendre BDG. Der, donc, on a dit racine de 3 sur 2. De hauteur, on a calculé ça tout à l'heure, qui était 2 racines de 3 sur 2. Hein, parce que, effectivement, hein, la distance entre E et le plan GBD, c'était 2 racines de 3 sur 3. Donc, le volume, c'est 1/3 de l'aire de la base, racine de 3 sur, fois la hauteur de racine de 3 sur 3. Donc en haut, on a 2. Racine de 3 fois racine de 3, ça fera 3. En bas, on a donc 3 fois 2 fois 3. Tout se simplifie, sauf 1. 3 qui reste en bas, il me reste 1/3. Bien sûr, 1/3 d'unité de volume. Et donc, c'est bien ce que vous demandez. Donc, on est rassuré. Exercice très simple, à base de beaucoup de coordonnées. On a déjà terminé. À très bientôt.